Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du samedi 9 décembre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Chris Yapi TV New, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. AES, après le G5, la CEDEAO signera-t-elle sa fin? Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, après avoir créé l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ont porté un coup fatal en se retirant de l'organisation G5 Sahel créée par la France. Ils s'apprêteraient certainement à porter un grand coup à la CEDEAO. Comme l'attestent d'ailleurs les différentes rencontres et l'élaboration d'un programme de fédération autour des projets structurants. Ce retrait du G5 Sahel en dit long sur les ambitions de ces trois pays. Tous les regards sont désormais tournés vers le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prévu à Abuja le 10 décembre 2023. Ce sommet, à n'en pas douter, prendrait contre le Mali les mêmes sanctions que celles prises contre le Niger après le coup d'État du général Abdourahmane Tiani suite à la décision de Bamako de reporter les élections afin de pouvoir se donner le temps nécessaire à la sécurisation du territoire. En prélude au sommet de la CEDEAO et pour parer à toutes les éventualités, les trois États sahéliens ont non seulement renforcé leurs liens de coopération, mais aussi et surtout semblent prendre le taureau par ses cornes en quittant le G5 Sahel, avant certainement de claquer la porte de la CEDEAO. Si tous les observateurs s'accordent à dire que le retrait des trois pays du G5 Sahel suit une certaine logique, car cette organisation d'apparence antiterroriste n'a jamais produit les résultats escomptés, il n'en demeure pas moins qu'ils s'interrogent également sur l'opportunité de quitter la CEDEAO. Cette interrogation en appelle d'autres que les peuples de l'espace sahélien se posent, à savoir si les autorités de ces trois pays, mis sur le banc des accusés de la CEDEAO pour leur tendance souverainiste et leur volonté de suivre la demande de leur peuple, vont les pousser à quitter la CEDEAO. Si nul ne peut affirmer avoir officiellement entendu les autorités des trois pays se prononcer en faveur d'un retrait de la CEDEAO, le renforcement des liens entre les membres de l'AES va inévitablement provoquer la fin de la CEDEAO. Le colonel Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré ambitionnent de s'affranchir de la tutelle de la CEDEAO qui est de plus en plus jugée comme étant une organisation travaillant pour les intérêts de l'Occident plutôt que pour la défense des intérêts de l'Afrique. Le silence de l'organisation et son manque d'initiative par rapport à la situation sécuritaire de ces trois pays en disait long. L'organisation n'a jamais jugé utile de mettre sur la table une option militaire conjointe pour mettre un terme au fléau du terrorisme dans la région, mais par contre, pour ce qui est de ramener l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, l'organisation était prête à user de l'option militaire. Pour beaucoup, et surtout pour les populations de ces pays, la voie du souverainisme est la meilleure, car menant vers la sécurisation, l'indépendance et le développement. Maintenant, les dirigeants de la CEDEAO réfléchiront 3 fois avant de prendre une quelconque décision concernant les pays de l'AES. À la question de savoir qu'est-ce que les trois pays ont à gagner en faisant le choix de l'AES au détriment de la CEDEAO, la réponse est une mutualisation des forces pour lutter contre le terrorisme, une réelle indépendance économique qui pourrait incontestablement mener vers une sortie de la monnaie coloniale, le franc CFA. En bref, une union indépendante est toujours plus forte. Ce 25 novembre 2023, lors de la rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourma, avec pour objectif général d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays de l'AES sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance, le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga a fait savoir que c'est l'insécurité qui est à la base de la transition au Mali, au Niger et au Burkina Faso. À cet effet, il a souhaité la refondation, la bonne gouvernance, la sécurité, la paix au sein de l'espace du Liptako-Gourma. Il a indiqué que l'AES compte une superficie de 2 800 000 km² et une population de près de 80 millions d'habitants qui constitue une force de frappe non négligeable.
Le destin de nos trois pays s'est joué le 16 septembre 2023 avec la signature de l'AES. Nos trois pays viennent d'écrire en lettres d'or une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Cette alliance va marcher, d'autres Africains vont s'ajouter, a souligné le chef du gouvernement malien. Une alliance qui arrive à faire bloc contre l'impérialisme mettra certainement fin, à la longue, à toute trace d'ingérence occidentale dans la région, mais également sur le continent africain. Le Maroc condamne la criminalité, le terrorisme et le séparatisme en Afrique. Le Maroc a condamné, jeudi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, les liens avérés entre la criminalité, le terrorisme et le séparatisme en Afrique. En Afrique, nous condamnons les liens avérés entre les groupes criminels, les groupes terroristes et les groupes séparatistes, a souligné le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l'ONU, Omar Kadiri, lors d'un débat ouvert au Conseil tenu sous le thème « La criminalité organisée transnationale, les défis croissants et les nouvelles menaces ». Cette réunion a été organisée à l'initiative de l'Équateur qui assume la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de décembre. M. Kadiri a également relevé que le Maroc joue un rôle de premier plan au niveau régional et international afin de prévenir et combattre la criminalité dans toutes ses formes et établir une justice pénale basée sur le respect et le renforcement des normes internationales. Lors de cette réunion présidée par le président de l'Équateur, Daniel Noboa, le diplomate marocain a tenu à rappeler que le Royaume a été élu lors de la 91e session de l'Assemblée générale de l'Interpol, tenue récemment à Vienne, pour abriter la 93e session de l'AG de l'Interpol, qui se tiendra à Marrakech en 2025. Cette consécration traduit, selon M. Kadiri, le respect, la confiance et l'appréciation dont jouissent le Royaume et ses institutions sécuritaires, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans le même sillage, le Maroc abrite actuellement, à Tanger, la 47e conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité, qui constitue l'occasion de débattre notamment de l'utilisation des technologies modernes dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme viol, la cybercriminalité et le crime transnational organisé, a-t-il poursuivi. M. Kadiri a, en outre, mis en relief la grande priorité que le Royaume accorde à la lutte contre le terrorisme en œuvrant à l'élaboration de politiques nationales, régionales et internationales de lutte contre ce fléau et son financement, à travers une approche fondée sur la coopération et l'échange d'informations, d'expériences, et de bonnes pratiques. Cette stratégie a permis de mettre en échec de nombreux projets terroristes dans plusieurs pays, grâce à la coopération du Maroc, a fait valoir le diplomate. Il a également mis en avant l'importance cruciale que le Maroc attache au combat contre la corruption, notamment à travers l'opérationnalisation des dispositifs juridiques de lutte contre ce phénomène, la criminalisation de toutes ces manifestations et l'application stricte de la loi contre les coupables, rappelant que le Royaume a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, UNCAC, ainsi que la Convention de l'Union africaine, là, contre la corruption. Dans la même veine, M. Kadiri a fait observer que le Maroc a fait de la prévention et la lutte contre l'usage et le trafic de drogue et des substances psychotropes au niveau national et international une priorité centrale, en adoptant une stratégie globale, multidimensionnelle et intégrée, notant que cette démarche a été grandement saluée par la communauté internationale et les organes compétents des Nations Unies. Il a, de même, indiqué que le Royaume déploie des efforts inlassables dans la lutte contre la traite des personnes, y compris en mettant en place un plan d'action national, 2023 à 2026, et une stratégie nationale, 2023 à 2030, ajoutant que les efforts nationaux sont à présent orientés vers l'élaboration d'un mécanisme national de référencement, MNR, afin d'établir des circuits de protection des victimes. Par ailleurs, le représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l'ONU a indiqué que la lutte contre la criminalité transnationale organisée nécessite, notamment la consolidation de l'état de droit, le renforcement des capacités des autorités chargées de l'application de la loi et la mise à niveau des capacités des établissements publics à lutter contre la corruption. Il est aussi question de promouvoir, selon le diplomate, les bons offices de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, et ses bureaux régionaux, afin de promouvoir davantage de coordination et de coopération entre les États membres, notamment en termes de partage des informations et de bonnes pratiques, ainsi que de renforcer la coopération sécuritaire pour faire face aux défis transnationaux posés par la criminalité. Et de conclure en soulignant la nécessité de renforcer les efforts collectifs de la communauté internationale, afin de mieux promouvoir la mise en place d'une sécurité internationale et régionale, qui repose sur le respect mutuel, le bon voisinage, et la coopération effective et agissante.